Un PDG millionnaire a offert une robe de luxe à sa secrétaire et l'a emmenée au dîner de gala de son entreprise. Mais ce qu'elle a fait l'a rendu follement amoureux. Louis Moreau avait 36 ans et dirigeait depuis près de 10 en l'une des entreprises de technologie les plus respectées de France. Situé en plein cœur du 8e arrondissement de Paris, son siège, un bâtiment moderne de verre et d'acier, reflétait parfaitement la froide efficacité qu'il incarnait. D'une élégance irréprochable, Louis était connu pour son intelligence redoutable, sa capacité à anticiper les mouvements du marché et surtout pour la distance qu'il imposait entre lui et le reste du monde. Aucun scandale, aucune liaison, aucun détail personnel n'avait jamais transpiré dans la presse ou même parmi ses plus proches collaborateurs. Il vivait dans un appartement minimaliste sur l'avenue Montaigne et arrivait chaque matin à 7h30 précise, comme une horloge suisse. Camille Dupont, 29 ans, était sa secrétaire depuis 3 ans. Silencieuse, discrète, d'une efficacité qui frôlait la perfection, elle s'occupait de tout, sans jamais faire de bruit. De son bureau vitré à côté de celui de Louis, elle gérait son agenda, filtrait ses appels et parfois, d'un simple regard ou d'un geste presque imperceptible, désamorçait des situations complexes avant même qu'elles n'éclatent. Personne ne savait grand-chose d'elle, sinon qu'elle venait de Lyon, qu'elle habitait dans le 20e arrondissement et qu'elle ne participait jamais aux discussions de couloir. À midi, elle descendait discrètement déjeuner au petit café d'en face, seule, un livre à la main. Elle semblait presque invisible en dehors de son rôle, comme si elle n'existait que dans les marges de l'empire que dirigeait Louis. Ce matin-là, au lieu du silence habituel de la salle de réunion principale, une rumeur s'était répandue parmi les cadres de la société. Une invitation venait d'être envoyée pour le gala annuel de l'entreprise, un événement très attendu où se réunissaient partenaires, investisseurs, hauts dirigeants et quelques figures politiques. Mais cette année, un détail changeait. Tout. L'invitation mentionnait que Louis viendrait accompagné d'une personne spéciale. Le mot exact avait été choisi avec soin, et chacun s'interrogeait sur son sens. Jamais dans toute l'histoire de la société, Louis Moreau n'avait été vu en compagnie d'une femme lors d'un événement public. Le mystère enflait dans les étages comme un nuage de tension contenue. Les spéculations allaient bon. Train, une diplomate, une femme d'affaires influente, une personnalité médiatique. Personne n'aurait parié un centime sur Camille Dupont. Et pourtant, dans le calme du bureau directorial, Louis avait simplement levé les yeux vers elle après avoir relu l'invitation à signer et avait prononcé une phrase qui allait bouleverser l'équilibre tacite de leur relation. « Camille, j'aimerais que vous m'accompagniez au gala cette année. » Elle avait levé les yeux de son écran, les sourcils à peine froncés par la surprise. Elle n'avait rien répondu immédiatement. Louis non plus ne semblait pas vouloir expliquer sa décision. Il n'avait pas souri, ni ajouté de justification. Juste cette phrase, dite avec la neutralité qui le caractérisait, comme s'il s'agissait d'un déplacement logistique. Mais dans son regard, quelque chose avait vacillé, quelque chose d'inédit. Elle acquiesça simplement, avec un hochement de tête mesuré, et retourna à son travail sans poser de questions. Le silence se réinstalla entre eux, mais il n'était plus tout à fait le même. Une faille, infime mais réelle, venait de se créer dans la forteresse de règles et de distances qui régissaient leur quotidien. Le jour passa lentement, chaque tic-tac de l'horloge accentuant l'étrangeté de cette invitation. Louis semblait égal à lui-même, enchaînant les réunions et les appels avec sa rigueur habituelle. Mais ceux qui le connaissaient bien, ils étaient rares, auraient noté une légère distraction dans ses gestes, une attention flottante qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Camille, de son côté, gardait un calme apparent. Mais à l'intérieur, 1000 pensées s'entrechoquaient. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Était-ce un test? Une simple formalité? Elle ne se faisait aucune illusion. Elle n'était ni belle de façon spectaculaire, ni brillante dans les cercles mondains. Elle savait se fondre dans le décor et c'est justement pour cela, pensait-elle, que Louis l'appréciait. Elle ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Alors pourquoi briser cette règle? En quittant les bureaux ce soir-là, Paris brillait d'une lumière d'hiver. Le ciel était clair, les réverbères déjà allumés. Elle remonta la rue de Miromesnil, le col de son manteau relevé contre le froid, et sentit pour la première fois que quelque chose, sans qu'elle puisse encore dire quoi, était en train de changer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la surprenante invitation.
Camille avait repris sa routine sans émettre le moindre signe de trouble ou d'excitation, comme si rien ne s'était passé. Elle répondait aux appels, organisait les dossiers de Louis, rédigeait ses notes de réunion et prenait ses pauses heure fixe avec la régularité d'un métronome. Pourtant, chaque soir, dans le silence de son petit appartement du 20e arrondissement, les questions tournaient en boucle dans son esprit. Elle avait accepté, oui, mais elle ignorait toujours pourquoi elle avait été choisie. Et surtout, ce que Louis attendait réellement d'elle ce soir-là. Le vendredi matin, alors qu'elle quittait l'immeuble à l'aube pour prendre le métro, elle remarqua un petit mot dans sa boîte aux lettres. Livraison à domicile prévue entre 9h et 10h du matin. Elle fronça les sourcils. Elle n'attendait rien. Ni colis, ni course, ni courrier particulier. Intriguée, elle décida de revenir chez elle pendant sa pause du milieu de matinée. À 9h30 précise, une berline noire s'arrêta devant son immeuble. Un livreur en uniforme sobre en descendit, portant un grand coffret rectangulaire d'un blanc immaculé, marqué du logo Dior en lettres argentées. Camille le regarda, interdite. « Mademoiselle Dupont ?» dit-il poliment. Elle acquiesça en silence, signa le reçu, puis referma la porte derrière elle. Le coffret était plus léger qu'elle ne l'avait imaginé. Elle le posa sur sa petite table de salle à manger, hésita un instant puis souleva le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un papier de soie crème, reposait un somptueux vêtement, une robe de haute couture, bleu nuit, d'une élégance rare. Le tissu semblait respirer à la lumière du matin. Les coutures fines, les broderies délicates, tout indiquait une pièce conçue sur mesure. Au fond du coffret, un petit carton plié en deux. Elle l'ouvrit avec précaution. « J'espère que vous accepterez de m'accompagner comme invité. Ce sera un honneur. » Louis. Elle resta figée un long moment. Il n'y avait pas de formules emphatiques, pas de flatteries inutiles. Juste une phrase presque impersonnelle et pourtant étonnamment délicate dans sa retenue. Ce n'était pas un ordre, ce n'était même pas une confirmation. C'était une demande. Tout l'après-midi, Camille travailla comme à son habitude, mais l'atmosphère au bureau semblait différente. Les regards, plus insistants. Les chuchotements, plus présents. Quelqu'un avait vu la voiture de luxe, quelqu'un d'autre avait reconnu l'emballage Dior. En quelques heures, la nouvelle avait circulé même si personne n'osait aborder Camille directement. Louis, quant à lui, ne fit aucune allusion au cadeau ni à l'événement à venir. Il la traita exactement comme d'habitude, avec distance, clarté et cette étrange neutralité qui le définissait. Le soir venu, Camille rentra chez elle, la robe soigneusement rangée dans son étui. Elle la sortit à nouveau, la suspendit à la porte de son armoire et la contempla longtemps. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait porté une robe. Encore moins une robe qui coûtait probablement plusieurs milliers d'euros. Elle n'avait pas les chaussures adéquates, ni les bijoux, ni même l'assurance pour évoluer dans un univers de gala. Mais quelque chose en elle refusa de reculer. Le lendemain, elle passa la journée à marcher dans les rues du Marais, cherchant une paire d'escarpins discrets, une pochette assortie. Elle refusa les conseils, trop pressants des vendeuses, optant pour des pièces simples, classiques. Elle n'aimait pas les effets de mode ni les artifices. Le soir, chez elle, elle se coiffa elle-même, releva ses cheveux en un chignon bas et naturel, se maquilla légèrement et essaya la robe devant le miroir de son couloir. Le reflet qui lui fit face n'était pas celui qu'elle connaissait. Ce n'était pas seulement une question d'apparence. Il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, un mélange d'appréhension et de détermination. Camille ne savait toujours pas ce que Louis attendait exactement de cette soirée. Mais elle comprenait une chose. Elle n'irait pas en représentante, ni en décoration, ni pour remplir un rôle qu'on aurait écrit pour elle. Elle irait comme elle était, avec ses silences, ses convictions, et cette part d'elle-même qu'aucune robe, fût-elle de haute couture, ne pouvait dissimuler. Et quelque part, au fond d'elle, une petite voix murmurait que peut-être c'était justement pour cela qu'il l'avait choisie. La nuit du gala arriva, enveloppée d'un froid sec et d'un ciel clair typique de l'hiver parisien. Les rues autour de l'Opéra Garnier étaient animées par le va-et-vient de voitures aux vitres teintées, de flashs de photographes et de silhouettes élégantes se dirigeant vers l'entrée principale. L'édifice, majestueux, brillait sous les projecteurs, chaque détail architectural accentué par un éclairage savamment dosé. Les invités triés sur le volet étaient tous là,
Dirigeants, mécènes, journalistes spécialisés et une poignée de personnalités politiques. L'événement, organisé par Morrow Technologies, était attendu depuis des semaines comme qu'à le point culminant de l'année économique. Camille arriva seule, à pied, quelques minutes avant l'heure annoncée. Elle avait pris le métro jusqu'à la station Opéra, marchant lentement le long de l'avenue de l'Opéra, enveloppée dans un manteau sombre. Devant les marches du palais, elle s'arrêta un instant comme pour rassembler son souffle. Puis, d'un pas assuré, elle monta les marches, le regard droit, ignorant les regards qui se tournaient déjà vers elle. L'agent d'accueil lut son nom sur la liste, s'inclina légèrement et la laissa entrer. Dans le grand foyer, baigné de lumière dorée, les conversations étaient feutrées, les rires discrets, les verres de champagne déjà à moitié pleins. Camille ôta son manteau et le confia à une hôtesse. La robe bleu nuit qu'elle portait semblait avoir été faite pour elle. Elle ne brillait pas. Elle captait la lumière avec une sobriété qui attirait l'œil sans l'agresser. Ses cheveux relevés, son port de tête digne, son absence d'ornement criard. Tout chez elle évoquait une élégance naturelle, sans calcul, et soudain, dans la foule, Louis apparut. Il portait un smoking classique, parfaitement taillé. Aucune extravagance, juste la perfection discrète du goût sûr. Lorsqu'il vit Camille, ses pas ralentirent. Une fraction de seconde, son visage habituellement impassible se fissura. Ce n'était pas de la surprise ni de l'admiration pure. C'était une forme d'étonnement intérieur, comme si quelque chose qu'il croyait connaître venait de se révéler sous une lumière nouvelle. Il s'approcha sans un mot, lui tendit la main. Elle la prit. Ensemble, ils entrèrent dans la grande salle, et tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures naquirent, étouffés. Personne ne comprenait. Camille Dupont, la secrétaire, aux côtés de Louis Morrow. L'incongruité de la scène fascinait, mais Camille, loin de jouer un rôle, restait elle-même. Elle ne cherchait pas à séduire, ni à se faire remarquer. Elle souriait doucement, répondait avec simplicité aux salutations, et surtout gardait envers Louis la même attitude qu'au bureau. Une distance respectueuse, teintée d'une familiarité presque professionnelle. Au dîner, ils furent placés à la table centrale, entourés de partenaires stratégiques. Les conversations étaient remplies de chiffres, de prévisions, de projets internationaux. Camille écoutait, intervenait parfois avec justesse, sans jamais tenter d'attirer l'attention. Elle connaissait les dossiers, les noms, les enjeux. Plusieurs invités échangèrent des regards étonnés. Qui était vraiment cette femme? Louis, lui, ne parlait que peu. Il observait. Non les convives, mais elle. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste, chaque rire étouffé. Il s'attendait peut-être à ce qu'elle joue un rôle, se transforme, tente de séduire. Mais non. Camille restait inchangée. Elle ne le flattait pas, ne profitait pas de l'attention, et cette constance, cette absence totale de calcul, commençait à l'ébranler. Lui qui passait ses journées à anticiper les mouvements des autres, à prédire les stratégies, ne savait plus que penser. Après le plat principal, pendant une pause musicale, Camille s'excusa doucement et se leva. Elle ne partit pas en quête d'un interlocuteur influent. Elle ne tenta pas de se faire voir. Au lieu de cela, elle s'éloigna vers les coulisses, là où une jeune serveuse, visiblement stressée, tentait de ramasser une pile de serviettes tombées. Camille s'agenouilla, l'aida calmement, glissa quelques mots rassurants. Puis elle se leva, passa près d'un groupe d'ingénieurs qu'elle connaissait de nom et échangea quelques phrases amicales. Louise, de loin, la suivait des yeux. Il comprit à ce moment-là qu'elle n'était pas seulement différente. Elle était libre, libre des jeux de pouvoir, libre des codes implicites. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle ne cherchait rien. Et c'était précisément cela qui le désarmait. Quand elle revint à table, il lui tendit un verre de champagne. Elle secoua doucement la tête. « Je préfère le jus de pomme », dit-elle avec un sourire léger. Louis haussa un sourcil. Puis, pour la première fois ce soir-là, il sourit, lui, qu'aussi. Pas un sourire de façade, un sourire vrai, presque complice. Le bal des regards continuait. Mais désormais, entre eux, il se passait quelque chose que personne ne pouvait voir. Le gala battait son plein. Les musiciens installés au balcon du grand escalier entamaient un morceau de jazz doux, couvrant le murmure des conversations qui s'élevaient sous les fresques dorées du palais Garnier. Les invités se déplaçaient lentement entre les salons,
un verre à la main échangeant banalités brillantes et stratégies feutrées. C'était un monde de posture, où chaque sourire avait un objectif et chaque geste un calcul. Camille, pourtant, n'y jouait aucun rôle. Après avoir décliné le champagne, elle s'était levée, prétextant une envie de se dégourdir les jambes. Louis, resté à table, l'avait suivie du regard tandis qu'elle traversait la salle sans hâte, son port toujours digne, ses gestes simples. Il la vit s'arrêter près du buffet, observer les serveurs s'activer, puis se diriger vers l'une des alcôves latérales. C'est là que cela se produisit. Un bruit de chute suivi d'un éclat de voix étouffée. Une jeune serveuse, probablement en stage, venait de renverser un plateau rempli de verre. Le liquide s'était répandu au sol, les morceaux de verre scintillaient comme des éclats de glace. Le silence se fit un instant dans la zone proche, les regards convergeant vers la scène. La jeune femme, pâle, immobile, les yeux agrandis par la peur d'avoir compromis son poste. Sans hésiter, Camille s'avança, se pencha, prit un linge qu'un autre serveur lui tendit et commença à aider. Elle parlait doucement, calmement, rassurant la jeune fille d'un ton bas. Ce n'était pas une manœuvre publique. Elle ne regardait pas autour d'elle, ne souriait à personne. Elle faisait ce qu'elle aurait fait n'importe où, aider. Louis, depuis l'autre bout de la salle, ne bougea pas. Il resta debout, droit, mais quelque chose en lui venait de se fissurer un peu plus. Il n'était pas surpris par la réaction de Camille. Il était bouleversé par l'absence totale de théâtralité dans son geste. Elle n'avait même pas envisagé que cela puisse être remarqué. Le directeur financier, à ses côtés, murmura « Votre secrétaire est surprenante ». Louis ne répondit pas. Il fixait encore la scène, comme s'il observait quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Quelque chose d'authentique dans un monde qui ne l'était. Plus, quelques minutes plus tard, Camille revint main propre, démarche tranquille. Elle retrouva sa place sans un mot, ajusta sa serviette sur ses genoux et but une gorgée de jus. Louis la regarda longuement. Elle le sentit, mais ne se tourna pas vers lui. La soirée continua, ponctuée de discours, de présentations vidéo et d'échanges formels. Mais pour Louis, le reste n'était qu'un bruit de fond. Il ne voyait plus que les gestes silencieux de Camille, sa façon de s'effacer tout en étant, paradoxalement, la plus présente de tous. Un peu plus tard, un sommelier vint proposer une sélection spéciale de champagne rare, servie uniquement aux convives les plus influents. La bouteille, au reflet doré, était accompagnée d'un petit discours élogieux sur son millésime exceptionnel. Louis prit une coupe par politesse, puis tourna la tête vers Camille, lui tendant un verre. Elle refusa poliment. « Encore du jus de pomme », murmura-t-elle. Il se pencha légèrement vers elle. « Vous savez que vous êtes la seule ici à ne pas essayer d'impressionner qui que ce soit. » Elle le regarda, un sourire aux lèvres. « C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais été invité à ce genre d'événement. Et pourtant, vous êtes ici. Par erreur, sans doute. » Il secoua lentement la tête, son regard ancré dans le sien. « Non, pas par erreur. » À cet instant, un éclat de voix attira leur attention. Un ministre venait d'arriver, entouré de journalistes. L'attention se détourna d'eux et Camille en profita pour se lever à nouveau, cette fois pour rejoindre un groupe de collaborateurs du service technique qu'elle connaissait de quelques réunions internes. Elle les salua simplement, discuta avec naturel. Rien dans son attitude ne révélait qu'elle avait été assise à la table d'honneur quelques minutes plus tôt. Louis, resté seul, comprit soudain ce qu'il ressentait, un mélange de trouble, d'admiration et d'impatience. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, et ce n'était pas seulement parce qu'elle ne jouait pas le jeu, c'était parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Il n'y avait pas eu de faux pas dans sa soirée, mais dans cet univers de perfection calculée, ne pas suivre les règles était en soi un acte radical. Et Louis Moreau, pour la première fois, se découvrait fasciné non par ce qu'elle montrait, mais par tout ce qu'elle refusait de montrer. Minuit approchait quand Louis Moreau fut invité à monter sur scène pour son discours de clôture. Le maître de cérémonie l'annonça avec la solennité habituelle, et un tonnerre d'applaudissements accompagna son ascension des marches vers le podium placé au centre du grand foyer. Les lumières s'adaptèrent, la salle s'apaisa, les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui, comme à chaque année, attendant les mots maîtrisés du stratège, le ton inspirant du leader visionnaire. Louis marcha, calmement, mais en approchant du micro, il porta instinctivement la main à la poche intérieure de sa veste.
Son visage se figea. Le papier, la petite feuille où il avait griffonné les points essentiels de son allocution, n'y était pas. Il ferma les yeux une seconde, essayant de recomposer les idées mentalement. Mais un vide inattendu s'installa. Ce n'était pas de la panique, c'était inhabituel, et cette perte de contrôle le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Camille, en bas des marches, avait tout vu. L'instant où il avait cherché le papier, le tressaillement infime de ses sourcils. Elle comprit immédiatement. Sans réfléchir, elle se tourna, remonta discrètement le couloir longeant la Seine, contourna le buffet et se faufila vers la loge où Louis avait laissé ses affaires avant le début de la soirée. À l'intérieur, sur la table, le feuillet était posé, presque invisible sur le bois foncé. Elle le prit, le roula soigneusement et ressortit aussi vite. En contournant les invités, elle se retrouva dans les coulisses et monta silencieusement l'escalier latéral qui menait à la scène, invisible au public. Elle tendit la feuille à Louis qui venait tout juste de commencer à parler d'intuition, cherchant ses mots avec prudence. Leur regard se croisa. Il ne dit rien. Il prit le papier, hocha imperceptiblement la tête et continua. Le discours, une fois lancé, fut à la hauteur de toutes les attentes. Précis, élégant, avec des touches d'humour finement dosées et une vision claire des projets à venir. Louis parla d'innovation, de durabilité, d'humain. Il cita des ingénieurs de l'entreprise, évoqua des partenariats stratégiques, remercia les équipes. Mais derrière chaque mot, Camille percevait un léger tremblement nouveau. Non pas de la nervosité, mais une inflexion plus vivante. Lorsqu'il termina, les applaudissements éclatèrent à nouveau. Il descendit lentement les marches, son regard balayant la foule. Il chercha Camille. Elle n'était plus là, elle ne l'attendait pas. Elle ne s'était pas placée en évidence pour recevoir des remerciements. Il la trouva finalement près d'un groupe d'assistants techniques, un verre de jus à la main, riant à une anecdote racontée par un technicien en charge des réseaux internes. Elle était à sa place, loin des projecteurs, au milieu de ceux qu'on ne voyait jamais lors des événements officiels. Louis resta à distance quelques secondes. Il observa son profil, ce mélange de calme et de distance, cette manière d'être présente sans jamais s'imposer. Puis, il s'approcha. « Merci », dit-il simplement. Camille le regarda, surprise, puis haussa légèrement les épaules. « Ce n'est rien. Je savais que le papier était resté dans la loge. Il aurait pu lui dire qu'elle avait sauvé la soirée, qu'elle avait fait plus que beaucoup en restant dans l'ombre. Mais il n'en fit rien. Elle n'aurait pas accepté la louange. Et elle n'en avait pas besoin. Plus tard, alors que les invités commençaient à quitter les lieux, les conversations s'étiolant dans l'écho du palais Garnier, Louis resta un instant seul sur le balcon donnant sur l'avenue de l'Opéra. La ville brillait sous les bas lampadaires. Il pensait à elle, à Camille, à la manière dont elle était intervenue sans alourdir le geste, sans se mettre en avant. Elle lui avait donné ce qu'il fallait au bon moment, puis s'était éclipsée. Pour un homme habitué à tout maîtriser, ce geste simple, humble, mais d'une efficacité parfaite, avait ébranlé quelque chose de profond. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment regardé Camille auparavant. Elle avait toujours été là, silencieuse, discrète, presque invisible dans son efficacité. Mais maintenant, il la voyait, et ce qu'il voyait ne cessait de le désarmer. Ce soir-là, alors que les dernières voitures quittèrent le parvis de l'Opéra, Louis Moreau sentit, pour la première fois depuis longtemps, un trouble qu'aucune stratégie, aucun plan ne pouvait résoudre. Une émotion brute, indéfinissable, comme tenace. Et dans ce silence qui suivit la fête, il comprit. Il ne contrôlait plus rien. La soirée s'était achevée dans une lumière tamisée, le palais Garnier lentement vidé de ses convives élégants et de ses éclats de verre. Dehors, Paris semblait plus calme, presque intime, comme si la ville elle-même s'était apaisée après le tumulte du gala. Camille, fatiguée mais étrangement sereine, attendait un taxi qu'elle avait réservé en ligne. Elle se tenait à l'écart, ses bras croisés contre le froid, le regard perdu dans les colonnes imposantes de l'édifice. Louise sortit quelques minutes plus tard, le manteau ouvert, comme si l'air glacial ne l'atteignait pas. Il balaya l'esplanade du regard jusqu'à la repérer. Sans hésiter, il se dirigea vers elle. « Vous attendez un taxi ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Oui » répondit-elle simplement. Il hésita un bref instant, puis proposa « Je vous ramène ». Elle le regarda, intriguée. «
Ce n'était pas une question d'étiquette, ni une obligation sociale. Il avait déjà salué les invités, terminé ses obligations. S'il était là, c'était par choix. Après un silence bref, elle hocha la tête. Il lui ouvrit la portière de sa voiture, une berline sobre mais luxueuse, et s'installa à ses côtés sans un mot. La voiture démarra, filant doucement, dans les rues de Paris. Louis ne demanda pas immédiatement son adresse. Au lieu de cela, alors qu'il passait près de la place Vendôme, il déclara « Je connais une pâtisserie ouverte toute la nuit. Une vraie, pas un lieu à touristes. Ils font un chocolat chaud qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » Camille tourna lentement la tête vers lui. « Vous me proposez de boire un chocolat chaud à 1h du matin ?» Il haussa les épaules, un demi-sourire aux lèvres. « Je propose, vous disposez. » Elle l'observa encore quelques secondes, puis acquiesça d'un hochement de tête. Il donna l'adresse au chauffeur, et quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêtait devant, une devanture discrète du 11e arrondissement. Une lumière jaune filtrait à travers les vitres, révélant un intérieur petit mais chaleureux, avec des banquettes de velours rouge et des étagères remplies de pâtisseries artisanales. À l'intérieur, ils s'assirent près de la fenêtre, en silence. Une serveuse les salua sans les reconnaître, leur apporta 2 tasses fumantes accompagnées de madeleines tièdes. Camille souffla sur son chocolat puis dit « C'est la première fois que je bois un chocolat chaud avec un PDG à cette heure-ci. Et moi, c'est la première fois que je bois un chocolat chaud avec quelqu'un qui refuse le champagne. » Dans un gala de luxe. Ils échangèrent un regard puis un éclat de rire sincère s'échappa d'elle. Pas un rire forcé, ni social. Un rire pur, simple, presque enfantin. Louis la regarda longuement, fasciné. Il n'y avait aucune prétention chez elle. Elle parlait de son enfance à Lyon, des étés passés chez sa grand-mère, des nuits passées à lire sous les draps à la lampe de poche. Elle racontait sans chercher à captiver, sans effort de mise en scène, et lui écoutait, captivé précisément parce qu'elle ne cherchait pas à l'être. « Pourquoi êtes-vous resté dans mon entreprise si longtemps ?» demanda-t-il à un moment donné. Elle le regarda surprise. « Parce que j'aimais ce que je faisais, et parce que j'avais besoin de stabilité. » Il ne la pressa pas, mais elle ajouta, après un temps, « Ma grand-mère était malade. Je ne pouvais pas la laisser seule. J'avais besoin d'un travail fixe, sans déplacement. Vous m'avez offert ça, même sans le savoir. » Louis se tut. Il n'avait jamais su, jamais demandé. Et pourtant, cette femme avait organisé sa vie entière avec une discipline presque militaire, non pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. Ils restèrent là encore un long moment, à parler de tout sauf de travail, de livres, de musique, de la pluie à Paris, des stations de métro qu'ils aimaient le moins. Quand enfin ils quittèrent la pâtisserie, le ciel commençait à pâlir légèrement, signalant l'approche de l'aube. Dans la voiture, en silence, Camille regardait la ville défiler. Louis, lui, la regardait discrètement. Il ne savait pas ce que cette soirée représentait. Mais il savait une chose, il n'avait jamais ressenti cela avec personne. Et ce n'était pas de l'attirance fugace ou de la curiosité. C'était une paix étrange, un sentiment de vérité rare. Quand ils arrivèrent devant chez elle, il ne fit aucun geste inapproprié, ne tenta rien. Il se contenta de la regarder descendre, de la voir se tourner vers lui une dernière fois. « Merci pour le chocolat, » dit-elle. « Merci d'être venu, » répondit-il. Elle referma la portière, et il resta là quelques secondes, les yeux posés sur la façade grise de l'immeuble. Puis il souffla longuement, et pour la première fois depuis longtemps, sourit sans raison. Le lundi matin s'annonçait comme tous les autres. Ciel gris sur Paris, circulation dense sur le périphérique, et les bureaux de Moreau Technologies s'éveillant lentement au rythme des pas sur le carrelage et des machines à café. Dans le 8e étage, celui de la direction, rien ne semblait avoir changé. Les assistants déposaient les dossiers, les managers échangeaient des formules de politesse, et les horloges marquaient inlassablement les minutes. Camille Dupont arriva à 8 heures précises, comme à son habitude. Elle portait un tailleur, sobre, ses cheveux attachés en queue basse, une fine ligne de crayon soulignant son regard calme. Elle s'installa à son bureau, alluma son ordinateur et se mit à trier les courriels accumulés depuis la fin de la semaine précédente. Aucun signe extérieur ne trahissait ce qu'elle avait vécu les jours précédents. Louis Moreau, lui, entra à 8h20.
une légère entorse à sa ponctualité habituelle. Il salua brièvement les quelques collaborateurs présents dans l'open space, croisa le regard de Camille à travers la cloison vitrée et sentit aussitôt quelque chose d'étrange. Elle le salua d'un simple « Bonjour, monsieur Moreau », la voix neutre comme toujours. Rien dans son ton n'évoquait le gala, ni le chocolat chaud partagé, ni même l'invitation. Il hocha la tête, répondit de façon tout aussi formelle, puis ferma doucement la porte de son bureau. Ce fut le début d'une journée que Louis ne parvint pas à contrôler. Tout semblait fonctionner. Les réunions se succédaient, les chiffres étaient bons, les décisions validées. Mais dans les silences entre les tâches, son esprit repartait, toujours vers Camille. Elle était là à quelques mètres, efficace, concentrée, disponible, et pourtant elle semblait lui échapper totalement. Il l'observait à travers la vitre, sa posture droite, ses doigts rapides sur le clavier, sa voix mesurée au téléphone. Rien n'avait changé, ou plutôt tout avait changé, mais elle s'obstinait à maintenir l'ordre ancien. À plusieurs reprises, il envisagea d'initier une conversation, de faire référence à la soirée, de lui dire que ce moment avait compté. Mais chaque tentative mourait avant même de naître. Il n'avait pas les mots. Et surtout, il redoutait qu'elle ne veuille pas les entendre. Vers 11 heures, il lui demanda d'entrer pour discuter d'un déplacement prévu à Bordeaux. Elle s'exécuta, apportant le dossier déjà annoté. Pendant qu'elle lui exposait les options logistiques, il l'écoutait à peine. Il fixait ses lèvres, son regard, la manière dont elle évitait tout contact inutile. Elle parlait comme si rien ne s'était produit. Et cela, plus que tout, le désarmait. « Vous êtes sûr que tout va bien ?» demanda-t-il à brûle-pourpoint. Elle leva les yeux, surprise. « Bien sûr, pourquoi cela n'irait-il pas ?» Il resta silencieux. Elle pencha légèrement la tête. « Le déplacement est confirmé pour jeudi. J'ai réservé les billets et bloqué votre emploi du temps. Si vous souhaitez que j'accompagne la délégation, je peux également me rendre disponible. »« Oui, ce serait bien, » dit-il, presque dans un souffle. Elle acquiesça, referma. Le dossier est sorti. Aucun regard en arrière. Louis resta seul, les doigts croisés sur le bureau. Il n'avait jamais connu cette forme de frustration. Ce n'était pas une résistance ouverte ni un rejet clair. C'était pire. C'était l'indifférence polie, professionnelle, désarmante. Et lui, qui avait toujours su lire entre les lignes, se retrouvait démuni face à quelqu'un qui n'en laissait aucune. Il repensa à la nuit au café, à sa façon de raconter son passé, aux sourires légers échangés dans la voiture. Était-ce un moment suspendu, hors du réel? Avait-il projeté plus qu'il n'y avait réellement? Ou était-elle, simplement, en train de se protéger? Le reste de la journée se déroula comme un théâtre bien huilé. Camille géra les imprévus, les rendez-vous, les ajustements de dernière minute. Elle lui transmit les documents, les appels, les instructions, avec la même fluidité qu'avant, mais à aucun moment, elle ne laissa transparaître une faille. Louis comprit alors ce que c'était d'être en déséquilibre. Il avait toujours été celui qui décidait, qui analysait, qui tenait les rênes. Et là, il était vulnérable. Non pas face à une attaque, mais face à une absence. Une absence de réaction, d'émotion, de reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé. En quittant le bureau ce soir-là, Camille le salua d'un simple « Bonne soirée, monsieur Moreau », sans inflexion particulière. Il répondit mécaniquement. Et quand elle disparut dans l'ascenseur, il resta debout un moment dans le couloir, seul, les mains dans les poches, le regard perdu dans la nuit tombante. Ce soir-là, dans son appartement silencieux, il s'assit au bord de son lit, toujours vêtu de son costume. Il pensa à elle, à sa retenue, à sa constance. Et pour la première fois, il ne savait pas quoi faire, car ce qu'il désirait, il ne pouvait ni l'acheter, ni le négocier, ni l'ordonner. Il voulait être vu, non comme PDG, mais comme homme, et c'était précisément cela que Camille refusait de lui offrir. Le jeudi matin, un léger brouillard couvrait la gare Montparnasse, tandis que les voyageurs se pressaient sur les quais, roulant leurs valises dans un concert de pas pressés et de conversations étouffées. Louis et Camille arrivèrent séparément, à l'heure précise, chacun portant un sac de voyage discret. Aucun mot superflu ne fut échangé. Ils s'installèrent côte à côte dans la première classe du TGV en partance pour Bordeaux, leurs regards tournés vers les vitres humides du compartiment. Le voyage dura un peu plus de 2 heures, rythmé par le murmure régulier du train et les annonces en sourdine.
Camille relisait des notes sur sa tablette, annotant certains passages, concentrés. Louis, lui, la regardait à la dérobée, fasciné par la constance de son calme. Elle semblait pouvoir se fondre dans n'importe quel environnement sans jamais forcer sa présence, comme si son silence était une forme supérieure de langage. À leur arrivée, un chauffeur les attendait pour les conduire à l'hôtel où se tiendrait la rencontre stratégique avec des partenaires locaux. Le domaine, situé en périphérie de Bordeaux, alliait raffinement et discrétion. Une bâtisse en pierre claire, des vignes à perte de vue et un personnel formé à l'excellence. Une réunion devait avoir lieu en début d'après-midi avec des responsables régionaux, suivi d'un dîner informel en comité restreint. La réunion se déroula sans accroc. Louis, comme toujours, dirigeait avec fermeté et clarté. Mais ce fut Camille qui attira l'attention, presque par accident. Lors d'un échange sur les enjeux sociaux du développement technologique dans la région, elle intervint pour poser une question simple, mais incisive. Son ton était respectueux, mais direct. Les interlocuteurs, surpris d'abord, réagirent avec enthousiasme. Elle relança plusieurs points, appuya certaines propositions avec des exemples concrets. Elle parlait avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait non seulement les chiffres, mais les gens. Après la réunion, Louis la regarda d'un air nouveau. Il s'était attendu à une participation discrète, presque décorative. Mais Camille avait joué un rôle actif, et son impact avait été immédiat. Il ressentit une fierté étrange, inattendue. Elle n'était pas seulement efficace, elle était pertinente. Et il réalisait qu'il avait sous-estimé l'étendue de ses compétences, justement parce qu'elle n'avait jamais cherché à les afficher. Le dîner eut lieu dans la salle à manger d'un petit restaurant gastronomique, tout en bois et lumière douce. Autour de la table, les discussions allaient bon train. Camille, encore une fois, se montra d'une simplicité désarmante. Elle riait avec naturel, posait des questions sincères, écoutait avec attention. Les partenaires locaux séduits se confiaient à elle sans retenue, évoquant leurs projets, leurs craintes, leurs espoirs. Louis, assis face à elle, se découvrit à nouveau spectateur. Il ne s'était pas senti ainsi depuis longtemps, dépossédé de son rôle de centre. Ce n'était pas lui qu'on regardait, c'était elle. Et non parce qu'elle le cherchait, mais parce qu'elle avait cette capacité rare de faire sentir chaque personne écoutée, reconnue. Plus tard, alors que la nuit était bien avancée, ils quittèrent le restaurant à pied, longeant un chemin bordé d'arbres. Le silence les enveloppa, ponctué seulement par le bruit de leurs pas sur le gravier. Camille tenait son manteau fermé d'une main, l'autre glissé dans la poche. « Vous avez été brillante ce soir, dit Louis, enfin. » Elle haussa les épaules. « J'ai seulement parlé avec sincérité. C'est ce qui vous distingue. Les autres cherchent à convaincre. Vous, vous touchez. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, « Ce n'est pas toujours une qualité dans un monde qui valorise le spectaculaire. » Il s'arrêta. Elle fit de même. Ils étaient seuls sur ce sentier bordé de vignes, le ciel parsemé d'étoiles. « Camille, dit-il, hésitant. Elle le regarda. « Vous ressentez ça aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment l'appeler. » Elle le fixa, sans émotion visible. « Ce que je ressens n'a pas d'importance si vous continuez à me parler comme à une variable dans votre vie parfaitement ordonnée. » Il resta figé. Elle reprit sa marche, plus lentement. « Vous êtes un homme remarquable, Louis. Mais vous ne m'avez jamais regardé avant ces dernières semaines. Et je ne suis pas un défi. Je suis une personne. » Ces mots, dits sans colère, sans accusation, résonnèrent en lui comme une claque silencieuse. Il la suivit en silence jusqu'à l'hôtel. Aucun mot ne fut échangé durant l'ascenseur. Devant sa porte, elle se tourna une dernière fois. « Bonne nuit, monsieur Moreau. » Et il comprit alors que l'admiration qu'il ressentait pour elle s'était transformée. Ce n'était plus seulement une fascination. C'était le début d'un besoin, d'une urgence qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui déjà menaçait de bouleverser tout ce qu'il croyait maîtriser. Le retour à Paris fut silencieux. Dans le train, Louis et Camille échangèrent à peine quelques mots, limités aux points pratiques du voyage. Lui, plongé dans une revue économique sans vraiment la lire, elle concentrée sur des courriels qu'elle rédigeait d'un geste précis mais automatique. Le paysage défilait à travers les vitres du TGV, mais rien ne parvenait à capturer vraiment l'attention de l'un ou de l'autre. Dans les jours qui suivirent, Louis se retrouva dans un état qu'il ne reconnaissait pas.
une incertitude persistante, une tension intérieure qu'aucune réunion, aucune stratégie ne parvenait à dissiper. Camille était là, toujours aussi efficace, toujours aussi discrète. Mais chaque interaction, chaque regard évité, chaque silence poli entre eux résonnait comme un rappel douloureux. Il n'était plus indifférent. Et surtout, il ne savait plus comment revenir à l'état d'avant. Un après-midi, pris d'une impulsion qu'il n'aurait su expliquer, Louis appela discrètement le responsable des ressources humaines, un homme de confiance. Il demanda à consulter le dossier professionnel de Camille. Rien de suspect, rien d'illégal, juste un besoin de comprendre. Ce qu'il découvrit dans le rapport fut à la fois simple et profondément révélateur. Camille avait un parcours impeccable. Diplômée d'une bonne université de Lyon, plusieurs stages dans des entreprises respectées, des recommandations excellentes. Mais surtout, un détail attira son attention. Elle avait refusé au moins 2 propositions d'emploi bien plus avantageuses, l'une dans une multinationale à Genève, l'autre auprès d'une start-up en pleine croissance à Berlin. Les raisons invoquées dans les mails de réponse étaient sobres, mais claires. Raisons personnelles, nécessité de stabilité géographique, priorité familiale. Louis sentit quelque chose se contracter en lui. Il demanda au RH, sous couvert d'un intérêt pour les mobilités internes, s'il savait pourquoi elle était restée malgré tout. L'homme hésita, puis mentionna une information qui n'apparaissait pas dans les documents. Camille avait, pendant plus de 4 ans, été l'unique soutien de sa grand-mère malade. Elle avait refusé promotion, déplacement, évolution, pour rester proche de chez elle et pouvoir s'occuper d'elle. Louis reposa lentement le dossier. Une gêne sourde l'envahit. Il comprit qu'en 3 ans de collaboration quotidienne, il n'avait jamais posé la moindre question sur la vie de Camille. Jamais. Elle avait organisé son monde, sa stabilité, son efficacité, en silence. Par choix, oui, mais aussi par nécessité. Et lui, dans sa tour d'ivoire, n'avait vu qu'une fonction, une présence rassurante, une pièce bien huilée de son système. Ce soir-là, de retour chez lui, il ouvrit une vieille bouteille de vin qu'il réservait pour les grandes occasions, mais qu'il n'avait jamais trouvé le moment de boire. Il s'assit sur son balcon, face à la tour Eiffel scintillante, et repensa à chaque moment partagé avec Camille. Les silences dans le bureau, le regard qu'elle lui avait lancé lorsqu'il avait oublié son discours, le rire étouffé, dans la pâtisserie la phrase dite sur le chemin de Bordeaux, « Je ne suis pas un défi, je suis une personne ». Il comprenait maintenant. Camille ne voulait pas être conquise ni admirée. Elle ne cherchait rien. Et c'était précisément cela qui rendait son lien avec elle si déroutant. Elle vivait selon ses propres termes, dans une fidélité tranquille à ses choix et à ses valeurs. Elle n'avait jamais fait de bruit, jamais revendiqué, jamais accusé. Elle existait simplement, avec une intégrité rare. Louis se sentit pour la première fois profondément en défaut. Il avait construit sa vie autour du contrôle, de l'anticipation, de la performance. Il croyait tout comprendre des mécanismes humains. Mais Camille lui échappait, non par malice mais par profondeur. Et ce qu'il avait confondu avec de la distance n'était que la manifestation d'une vie vécue avec sens. Dans les jours suivants, il tenta à plusieurs reprises de créer un pont, de rouvrir un dialogue plus personnel. Mais Camille restait polie, distante sans être froide. Elle ne refusait pas mais ne s'ouvrait plus non plus. Elle faisait son travail, parfaitement, comme toujours, et cela le hantait. Car maintenant, il savait ce qu'il avait ignoré trop longtemps, et il craignait que ce savoir ne lui soit arrivé trop tard. Les semaines suivantes furent marquées par un enchaînement de réunions cruciales pour Morrow Technologies, un cycle de négociations avec des investisseurs internationaux, la préparation d'un nouveau produit et la refonte partielle de la structure administrative plaçaient Louis Moreau sous une pression rare. Camille, comme toujours, orchestrait avec une précision chirurgicale l'ensemble de la logistique, assurant la fluidité des jours, anticipant les besoins, filtrant les distractions. Mais sous cette apparente stabilité, une tension sourde ne cessait de croître. Elle ne venait pas des chiffres, ni des délais. Elle se concentrait autour d'un non-dit, d'un fil tendu entre 2 personnes qui se croisaient chaque jour sans jamais réellement se retrouver. Ce fut lors d'une réunion avec le comité des actionnaires que le point de rupture survint. La salle de conférence, vaste et vitrée, accueillait une dizaine de dirigeants. Autour de la table, les présentations défilaient sur l'écran. Murales,
rythmé par les interventions de Louis toujours aussi structurées, incisifs. Camille, assise au fond de la salle, prenait des notes sur sa tablette, discrète comme toujours. Elle n'avait pas besoin d'être au centre, sa seule présence suffisait à garantir que rien n'échappait à l'ordre du jour. Alors que l'un des actionnaires, M. Lemoine, homme influent du secteur financier, exposait une série de propositions de réduction de coûts, il glissa presque négligemment. Et si nous concentrions les ressources sur les profils à haute valeur ajoutée? Je pense notamment que le staff administratif pourrait être allégé. On garde les meilleurs, évidemment. Mais une secrétaire, aussi charmante et loyale soit-elle, n'est pas indispensable à ce niveau de croissance. Un silence glacé s'abattit. Camille ne bougea pas. Louis, lui, posa lentement son stylo. « Pardon, Lemoine, vous pourriez répéter cela ?» Le ton était calme, presque trop. Lemoine, sentant qu'il avait été entendu plus clairement qu'il ne l'aurait voulu, tenta de désamorcer. « Je disais simplement qu'il faut rationaliser les postes périphériques. Je ne visais personne en particulier, bien sûr. Vous avez nommé une fonction, et vous avez visé une personne. Ne jouez pas sur les mots. » Les regards se tournèrent vers Louis, stupéfait. Il continua la voix ferme. « Si vous pensez qu'une secrétaire comme Camille Dupont est un poste périphérique, alors vous n'avez absolument rien compris à la manière dont cette entreprise fonctionne. » Lemoine tenta de répliquer, mais Louis leva une main. « C'est grâce à des personnes comme elle que nous tenons le cap. Elle anticipe ce que vous ne voyez pas. Elle prévient ce que vous appelez des accidents. Elle incarne une rigueur que bien peu ici sont capables de maintenir. » Un silence épais suivit. Aucun murmure, aucune objection. Louis termina. « Nous parlons d'avenir. Moi, je choisis un avenir avec des gens solides, pas seulement brillants sur le papier. » Camille, toujours assise au fond, avait levé les yeux vers lui. Pas de surprise dans son regard, pas de reconnaissance non plus. Elle écoutait simplement. Et quand la réunion se termina, elle rangea ses affaires, quitta la salle et retourna à son bureau. Louis, lui, se sentait agité. Ce qu'il avait dit n'était pas prémédité. C'était sorti d'un élan, d'un agacement profond, mais aussi d'un besoin de vérité. Il croyait l'avoir défendu. Il croyait avoir corrigé une injustice. Mais ce fut Camille qui vint à lui quelques heures plus tard et changea le sens de cette journée. Elle entra dans son bureau, referma doucement la porte et le regarda en silence. « Je n'ai pas besoin d'un chevalier blanc, Louis. » Il se leva déstabilisé. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je sais, et je comprends. Mais ce que vous avez fait, ce n'était pas pour moi. C'était pour vous. Il resta silencieux. Elle s'approcha pas à pas, sans agressivité. Ce que vous ressentez, ce que vous essayez de dire entre les lignes ne m'échappe pas. Mais je ne suis pas un symbole, ni une cause. Et je ne veux pas qu'on parle de moi comme d'un exemple devant une salle pleine d'hommes qui ne m'ont jamais vu. Je voulais simplement que quoi? Montrer que je compte, que je ne suis pas invisible? Je le sais déjà. Je n'ai pas besoin que vous me donniez cette validation devant des actionnaires. Il baissa les yeux. Elle continua plus douce. Je vous respecte, Louis, profondément. Mais si vous voulez me connaître, vraiment, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Elle le regarda encore un moment. Puis, calmement, je vais rentrer plus tôt aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir. Et sans lui laisser le temps de répondre, elle sortit. Quand la porte se referma, Louis resta seul au milieu de son bureau. Le silence autour de lui n'était plus professionnel. Il était personnel, intime. Et pour la première fois, il sentit que ce qu'il risquait de perdre allait bien au-delà d'un équilibre de travail. C'était elle. La fin de semaine s'approchait dans un climat étrange. Louis, plus silencieux que jamais, enchaînait les réunions avec un automatisme mécanique. Les collaborateurs sentaient qu'il n'était pas dans son état habituel, mais personne n'osait poser de questions. Camille, elle, continuait à assurer ses fonctions avec la même précision. Mais il y avait désormais une distance nouvelle, plus froide, presque clinique. Elle parlait moins, réduisait les interactions au strict nécessaire et évitait toute proximité prolongée. Ce fut un vendredi matin à 8h30 que tout bascula. Quand Louis entra dans son bureau, une enveloppe blanche reposait sur le centre de son bureau. Elle n'avait pas été glissée parmi les documents habituels, ni remise en main propre. Non, elle avait été posée là, délibérément, comme une déclaration silencieuse. Son nom était inscrit à la main,
dans une écriture qu'il reconnaissait instantanément. Il referma la porte, s'assit et ouvrit la lettre d'un geste lent. Elle était brève, directe, aucune émotion apparente, simplement des mots nets, comme Camille savait les écrire. « Louis, je vous écris cette lettre parce qu'il est devenu clair pour moi que je dois partir. Ces dernières semaines m'ont fait comprendre que certaines lignes ont été franchies et que même avec la meilleure des intentions, ce que nous avons partagé ou tenté de partager ne peut plus être contenu dans un cadre professionnel. Je vous suis reconnaissante pour la confiance, pour l'espace que vous m'avez laissé. Mais je sens que ma place n'est plus ici. Ce n'est pas une fuite ni un refus, c'est une nécessité. Je veux construire ma vie ailleurs, avec d'autres repères, d'autres équilibres. Je vous remercie sincèrement pour ces 3 années. Camille Dupont. Il lut la lettre une seconde fois, puis une troisième. Chaque mot s'enfonçait en lui comme une lame froide. Elle ne laissait aucun espace à la négociation, aucune ouverture, aucun sous-entendu à explorer. C'était une décision, un point final. Il se leva d'un bond, sortit de son bureau, traversa les couloirs jusqu'au poste de travail de Camille. Elle n'y était plus. Une collègue lui dit qu'elle était partie pour un rendez-vous, mais le ton laissait deviner qu'elle ne reviendrait pas. Il retourna dans son bureau, ferma la porte et s'assit en silence. La pièce semblait plus grande, plus vide, comme si la présence invisible de Camille, toujours si discrète, s'était évaporée en emportant une partie de l'air. Il tenta de se concentrer, mais chaque réunion fut un calvaire. Les mots lui échappaient, les décisions prenaient un temps démesuré. À la pause déjeuner, il descendit seul, prit un café noir et s'assit dans le jardin intérieur de l'immeuble, les yeux perdus dans les branches sans feuilles. Il repensait à tout, à chaque moment depuis le gala, à la robe qu'il lui avait envoyée, à la première gorgée de chocolat chaud, aux regards échangés à Bordeaux, aux mots qu'il n'avait pas dit et à ceux qu'il avait dit trop tard, trop mal. Il avait cru pouvoir gérer cette relation comme il gérait ses projets. Mais Camille avait échappé à toutes ces règles. Elle avait agi avec liberté, toujours, et maintenant elle partait avec la même liberté. En fin d'après-midi, il monta dans son bureau, prit la lettre encore posée sur la table et la relut une dernière fois. Il ne pleura pas. Louis Moreau ne pleurait pas. Mais il sentit quelque chose se briser doucement à l'intérieur. Ce n'était pas la douleur de la perte immédiate, c'était une autre forme de vide, la conscience, qu'il avait touchée un instant, quelque chose de vrai et qu'il l'avait laissé s'éloigner. Il ne répondit pas à la lettre. Il ne tenta pas de la retenir, il savait que cela ne servirait à rien. Camille Dupont n'était pas une femme que l'on retient. Elle choisissait ses chemins. Et lui, pour la première fois, n'avait plus aucune influence sur la direction qu'elle prenait. Ce soir-là, il resta tard dans son bureau, les lumières éteintes. Il observait Paris depuis la vitre, les phares des voitures, les passants pressés. Il se demanda combien de ces vies en bas étaient guidées par des certitudes, et combien, comme lui, venaient de réaliser qu'ils avaient laissé passer ce qui comptait vraiment. Il avait tout perdu, et ce qu'il avait perdu, il ne pourrait jamais le recréer. Les mois qui suivirent le départ de Camille imposèrent à Louis Moreau une routine différente. Au début, rien ne changea en surface. Il arriva à l'heure, dirigea ses réunions, valida les projets avec la même rigueur. Une nouvelle assistante fut engagée, compétente, efficace, mais qui ne cherchait pas à reproduire les gestes de Camille. Elle obéissait aux consignes, mais ne devançait rien. Et Louis, bien qu'il n'en ait jamais fait la remarque, ressentait chaque jour cette absence comme un écho creux. Les couloirs de l'entreprise semblaient plus silencieux, ou peut-être était-ce lui qui écoutait davantage. Parfois, il passait près du bureau où elle s'asseyait, désormais occupée par quelqu'un d'autre, et son regard se perdait un instant. Il n'y avait rien de spectaculaire dans le vide qu'elle avait laissé. C'était un vide calme, propre, comme un fauteuil vide après un concert. Il ne reçut aucune nouvelle d'elle. Il ne tenta pas non plus de la contacter. Il avait compris que sa décision n'était pas un jeu, ni une provocation. C'était une ligne de rupture. Camille avait pris un autre chemin, un choix de vie, et il n'avait pas été invité à le suivre. Ce fut un article, un soir, qui raviva quelque chose. En consultant un média spécialisé en initiatives sociales, il vit un nom familier. Camille Dupont, ancienne cadre dans le secteur technologique, dirige un nouveau projet d'inclusion culturelle à Marseille. La photo la montrait souriante, entourée d'enfants et de bénévoles, devant une vieille bâtisse en cours de rénovation.
Le texte décrivait un centre culturel en gestation destiné à offrir à des quartiers oubliés un lieu de création, de lecture, d'échange. Elle parlait peu d'elle, mettant en avant l'équipe, les artistes, les habitants. Louis relut l'article 3 fois. Ce qu'il vit dans cette photo, au-delà de l'engagement social, c'était une lumière nouvelle, dans son regard. Une lumière qu'il ne lui avait jamais vraiment vue à Paris, et il comprit d'un seul coup pourquoi elle était partie. Ce n'était pas pour fuir quelque chose, c'était pour se retrouver. Il continua à suivre de loin les rares publications du projet. Quelques images, des appels aux dons, des témoignages de jeunes impliqués, mais jamais de mention personnelle. Camille ne cherchait pas la reconnaissance, pas plus qu'avant. Elle construisait, en silence. Puis vint l'invitation, un carton sobre arrivé par la poste. Aucune mention explicite de l'expéditeur, mais il reconnut l'écriture. Inauguration du centre Camille Claudel, samedi 14 h, Marseille. Le nom choisi n'était pas le sien, mais le clin d'œil était clair. Camille Claudel, sculptrice de l'ombre, artiste brillante éclipsée par les figures dominantes. Un symbole choisi avec soin. Louis hésita à y aller. Il ne savait pas ce qu'elle penserait de sa présence, s'il serait bienvenu, s'il serait invisible. Mais quelque chose en lui l'empêchait de rester à Paris. Il prit un train le samedi matin, descendit à Marseille sous un ciel lumineux et sec. Les rues du quartier Saint-Mauron, encore marquées par la fatigue urbaine, accueillaient ce jour-là une énergie rare. Devant le bâtiment rénové, une foule modeste s'était rassemblée. Des enfants couraient, des mères bavardaient, quelques élus locaux faisaient de brèves allocutions. Louis resta en retrait parmi les anonymes, et puis il la vit. Camille portait une robe simple, cheveux détachés, un badge en tissu accroché à sa poitrine. Elle riait, discutait, accueillait les visiteurs. Quand son regard croisa le sien, un instant suspendu naquit. Elle ne fut ni surprise, ni gênée. Elle lui adressa un léger sourire, presque imperceptible. Un signe de reconnaissance, mais non d'appel. Ils ne se parlèrent pas tout de suite. Louis visita les salles, regarda les œuvres exposées, écouta les enfants expliquer leurs projets. Il vit l'empreinte de Camille partout, dans l'organisation, dans les détails pensés pour accueillir avec dignité, dans les visages sereins. Ce fut à la fin, alors que les gens commençaient à partir, qu'elle s'approcha. Ils se retrouvèrent seuls un instant dans la cour pavée. « Vous êtes venu ?» dit-elle simplement. « Je ne savais pas si je devais. Je ne vous ai pas invité pour ça. Pourquoi alors ?» Elle baissa les yeux puis les releva lentement, pour que vous voyiez. Non ce que j'ai fait, mais qui je suis quand je ne suis pas à côté de vous. Il hocha la tête. Il comprenait. « Je ne vous ai jamais vraiment vu, » murmura-t-il. « Ce n'est pas une accusation, Louis. C'est une constatation. » Il chercha ses mots, mais elle l'arrêta. « Vous n'avez rien à dire. Pas maintenant. Vous avez vu, c'est tout ce qui comptait. » Et dans ce silence-là, il sut que quelque chose venait de changer. Pas une conclusion, mais un début possible, un point d'équilibre et surtout une vérité enfin partagée. Elle ne l'avait jamais rejetée. Elle avait simplement choisi d'exister d'abord pour elle-même. Et lui, pour la première fois, avait accepté de l'aimer sans vouloir la retenir. Le retour à Paris fut silencieux. Louis ne parla à personne du voyage à Marseille, pas à ses collaborateurs, pas à ses associés, pas même à ses rares amis. Ce qu'il avait vécu là-bas ne relevait ni du domaine professionnel ni de la confidence ordinaire. C'était un espace intérieur, quelque chose de profond, presque sacré. Et surtout, c'était un moment qui ne lui appartenait pas seul. Les jours reprirent leur cours. Les stratégies s'enchaînaient, les projets avançaient, mais quelque chose en lui s'était modifié de manière irréversible. Il continuait à diriger, mais sans le même appétit du contrôle absolu. Il écoutait davantage, prenait le temps de regarder ce que chacun faisait, d'apprendre ce qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Il ne cherchait plus à remplir son emploi du temps, il cherchait à le comprendre. Un mois après l'inauguration, il prit une décision discrète. Aucune annonce publique, aucun communiqué. Il demanda à son équipe financière de préparer une donation substantielle à une structure éducative de Marseille. Il précisa que le don devait être effectué sous un nom anonyme. Aucun lien avec Moreau Technologies. Aucun crédit à revendiquer. Il écrivit lui-même un mot à la main sur un papier blanc sans en-tête. Pour celle qui m'a appris que la valeur réside dans ce que l'on est, et non dans ce que l'on possède. Le jour de l'ouverture officielle du centre au public,
Camille reçut l'enveloppe parmi d'autres courriers. Elle reconnut l'écriture immédiatement. Elle ne sourit pas, ne s'émut pas. Elle referma simplement le mot, le rangea dans un tiroir de son bureau et continua sa journée. Mais l'après-midi, lorsqu'elle traversa la salle principale pour accueillir un groupe d'adolescents, elle aperçut un visage qu'elle n'attendait pas. Louis. Vêtu simplement, sans costume, sans escorte, une chemise retroussée aux manches, des chaussures banales. Il ne se tenait pas à l'entrée. Il était là parmi les autres, en train de porter une caisse de livres. Elle le regarda, étonnée. Il s'avança vers elle, déposa la caisse au sol. « Je me suis proposé comme bénévole. Ils avaient besoin d'aide pour trier les donations. » Elle croisa les bras. « Et vous avez l'habitude de trier des livres maintenant ? J'apprends. On m'a déjà expliqué la différence entre un roman jeunesse et une biographie politique. » Un silence. Puis elle sourit. Pas le sourire qu'on offre à un invité important. Le sourire qu'on réserve à quelqu'un qui est revenu sans phare, sans intention, sans demande. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Pas à parler de l'ancien temps, ni à revisiter des blessures. Juste à travailler, à installer des étagères, à écouter les jeunes raconter leurs projets. À un moment, assis sur un banc du jardin, ils burent un café ensemble. Il n'y avait plus de tension, juste la présence. « Je ne suis pas venu pour vous convaincre de revenir, » dit-il. « Je sais, et je ne veux plus être votre patron, ni votre obsession. Je veux être là, si vous voulez bien. » Elle le fixa un moment, puis regarda autour d'eux. Les rires d'enfants, les murs encore frais de peinture, les plantes en pot qu'on avait alignées avec soin. Son monde, elle s'y sentait enfin à sa place. « Vous ne savez pas encore ce que cela signifie d'être ici, » murmura-t-elle. « Non, mais je suis prêt à apprendre. » Cette fois, sans tout diriger. Elle acquiesça lentement. « Alors commencez, par quelque chose de simple. Venez avec moi. Il y a un petit café à 2 rues d'ici, rien d'extraordinaire. Mais le chocolat chaud y est encore meilleur que celui de Paris. » Il se leva. « J'accepte l'invitation. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues tranquilles du quartier. Pas de promesses, pas de plans grandioses. Juste une conversation qui reprenait doucement, là où elle n'avait jamais vraiment cessé. Et, dans cet après-midi banal, sans éclat ni révélation, quelque chose d'essentiel fut scellé. Ils n'avaient pas besoin de se perdre à nouveau pour enfin se reconnaître.